Bienvenue dans le débat de France 24. C'est l'une des grandes énigmes de notre époque. Parmi les dirigeants des principales puissances de la planète, il en est un qui reste impénétrable, malgré sa longévité, son omniprésence sur le devant de la scène. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 17 ans, bientôt 18, est bien parti pour empiler l'année prochaine et pour tous une figure familière, connue aux quatre coins de la planète. Et pourtant, il continue d'intriguer. Quelles sont ses intentions réelles? Qu'a-t-il derrière la tête? Surtout quand on connaît le poids et la puissance de la Russie. C'est dire si chacune de ses interventions est en soi un événement. C'est le cas de sa conférence de presse qu'il donne à chaque fin d'année. Et aujourd'hui, il n'a pas dérogé à la règle en s'épanchant pendant près de 4 heures en répondant aux questions des journalistes. Plus de 1500 avaient fait le déplacement. Il faut dire qu'on est à 3 mois de la prochaine présidentielle et on en parle avec vous, Annie Daubenton. Bonjour, vous êtes journaliste, essayiste, chercheur et également auteur de Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance. C'est paru en 2009. Vous avez été également conseiller, vous avez été conseiller culturel à l'ambassade de France à Kiev et correspondant permanent à Moscou pour Radio France. Merci d'être avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Ukraine, l'indépendance à tout prix. C'est paru aux éditions Buchet-Castel en 2014. Merci d'être avec nous. Merci également à Michel Grabar, vice-président du conseil de coordination du Forum des Russes de France. Également avec nous Florent Parmentier, fondateur du site Eurasia Prospective. Vous enseignez à Sciences Po Paris et vous êtes l'auteur des Chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie, paru aux presses de Sciences Po en 2014. Et puis avec nous en duplex de Moscou, Igor Delano, vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe. Merci beaucoup à vous aussi d'être avec nous. Vous qui l'avez d'ailleurs suivi depuis Moscou aujourd'hui, on avait le sentiment d'un Poutine finalement en majesté, totalement dans son élément. Oui, écoutez, j'ai le sentiment que l'exercice s'est bien passé. C'est un exercice auquel le président russe est rompu. Je rappelle qu'il y a 2 grands rendez-vous médiatiques pour Vladimir Poutine dans l'année. Il y a donc cette conférence de presse et la ligne directe qui se tient généralement au printemps, au mois d'avril, où le président russe, pendant aussi 3-4 heures, voire plus, prend des coups de fil de citoyens russes qu'il appelle d'un peu partout, de toute la Russie, et qui l'interpellent sur toutes sortes de questions économiques, politiques. Donc effectivement, il a très très bien géré, je dirais, cet exercice-là, et à vrai dire, il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises, y compris face aux questions qui ont été posées et que le sujet évoquait, des questions un peu délicates. Évidemment, parfois, il a un peu contourné, il a un petit peu évité de rentrer dans le vif du sujet, mais on a quand même le sentiment qu'il maîtrisait très bien son registre. Annie Daubenton, c'est votre sentiment, et puis plus généralement, comment va se passer cette campagne? Parce qu'on est déjà en campagne, et c'est un peu le coup d'envoi, en tout cas médiatiquement pour lui, de cette campagne. Bon, on a senti Vladimir Poutine très à l'aise, comme toujours dans ce type d'exercice. C'est une mise en scène qui lui est coutumière. Il joue avec l'ensemble des réseaux qui se trouvent là, en passant d'un coin de la Fédération de Russie à l'autre, avec beaucoup de majesté. Qu'est-ce qui fait cette conférence de presse? C'était quand même très intéressante, je dirais. D'abord, elle était longue. Donc, vous avez parlé d'énigmes. Parlant de Vladimir Poutine, il a quand même essayé d'ouvrir un tout petit peu les pans de cette énigme. On a appris des choses. Il a redit quand même son soutien à Donald Trump, ce qui est quand même pas inintéressant dans le contexte actuel. C'est audacieux de sa part de le faire en ce moment. Alors oui, c'est habile. D'ailleurs, c'est une conférence de presse extrêmement habile. Sur l'Ukraine, il a enfoncé un coin, si je puis dire, à la fois du côté de Kiev, du côté de Tbilissi, de la Géorgie, en rebrandissant la statue, si je puis dire, de Saakashvili et de Poroshenko. Donc c'était aussi habile de sa part d'essayer de pousser son avantage dans tous les azimuts. Et puis, sur son opposition, la question de Ksenia Sobchak, effectivement, qui quand même était raide, et peu importe qu'il l'ait répondu abondamment ou pas, elle était dite. On va y revenir, c'était un peu d'ailleurs l'événement, il faut le dire, de cette conférence de presse, s'il faut peut-être en retenir un. En tout cas, sur la configuration, pour planter un peu le décor de cet entretien, Michel Grabar, un sondage de l'Institut indépendant Levada publié hier montre que 61% des Russes, en tout cas ceux qui ont répondu à l'Institut, se disent prêts à voter pour Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle de mars 2018. Et vous allez le voir à l'image, ça vient très très loin ensuite derrière, puisque Vladimir Zhirinovski, qui lui aussi fait partie du décor, il en est à sa 6e ou 7e candidature présidentielle depuis 91. L'ultranationaliste à 8%, Gennady Zyuganov
Zyuganov, lui aussi l'éternel représentant du Parti communiste depuis l'effondrement de l'Union soviétique, 6%. Et puis Ksenia Sobchak qui a un peu créé l'événement aujourd'hui, 1% seulement. C'est dire qu'aujourd'hui, il joue sur du velours, Vladimir Poutine. Oui, il a une situation qui est assez facile, qui est à sa main. Cela dit, il a laissé des questions difficiles et il a répondu avec humour aux questions très précises de mademoiselle Sobchak, qui, comme d'autres journalistes, ont quand même montré qu'il n'y a pas véritablement d'opposition en Russie. Il fait cavalier seul. C'est pas Zhirinovsky, Zyuganov et Mme Sobchak à 1% qui va pouvoir le contrer. Ce sont des opposants suscités, comme on le dit parfois, vu de l'extérieur, en Russie, c'est-à-dire en gros des opposants qui jouent le jeu de Vladimir Poutine. C'est vrai que ce soit le LDPR, donc Zhirinovsky ou le Parti communiste, ce sont des opposants classiques de la période Yeltsin. Donc on était habitué à avoir une opposition Yeltsin, le Parti communiste. Et Zhirinovsky, le rôle de Zhirinovsky, c'est un trublion qui pousse en fait le thème patriotique à son extrême pour que Poutine puisse prendre un petit peu une distance par rapport à ça. Par exemple, il aurait voulu une intervention plus massive en Ukraine, etc. Donc, alors, la vraie opposition, c'est l'opposition libérale, mais elle est à 1%. Navalny ne doit probablement pas se présenter. Mais Mme Sobchak, au moins, dit des choses et effectivement, elle a usé de son statut de journaliste pour intervenir. La question, mais la réponse que lui a faite finalement Poutine, c'est de dire attention, mais qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes contre tout le monde. Alors on va voir. Mais vous n'avez pas de contenu de programme. On va voir parce que c'est un peu la Raquel Garrido française, c'est-à-dire à la fois un pied dans la politique et puis, comme elle est journaliste, eh bien la possibilité d'accéder à cette conférence de presse, c'est effectivement inédit. Cette conférence, comme elle porte son nom, de presse réservée théoriquement aux journalistes, mais étant elle-même candidate à l'élection présidentielle, eh bien, Vladimir Poutine se retrouve à répondre finalement directement à la question de l'une de ses concurrentes pour la prochaine présidentielle, question qui porte sur le grand absent finalement de cette élection, qui ne figurait donc pas dans le sondage, Alexei Navalny, l'activiste anticorruption empêché de se présenter en raison de condamnation par la justice. En tout cas, c'est ce que lui-même estime et c'est ce qu'estiment ses partisans. Écoutez la réponse, justement, la question et la réponse de Ksenia Sobchak et Vladimir Poutine. Monsieur Navalny est en campagne depuis 1 an et des fausses accusations ont été lancées à son encontre. Même la Cour européenne a estimé que ces allégations étaient fausses. Pourquoi est-ce que dans ce pays, les hommes et femmes politiques de l'opposition sont soit tués ou emprisonnés? L'homme dont vous parlez est un Saakashvili. Vous voulez que des hommes comme Saakashvili déstabilisent le pays? Vous voulez que l'on revive les événements de la place Maïdan, que l'on subisse des coups d'État? Nous avons déjà connu cette situation dans le passé. Voilà, alors, juste pour expliquer, Mikhail Saakashvili, allusion à l'ancien président géorgien qui, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, est maintenant dans le paysage politique ukrainien, puisqu'il a obtenu la nationalité ukrainienne, par la volonté de l'actuel président Petro Poroshenko, auquel il s'oppose désormais. Donc on le voit bien, une situation assez confuse dans le camp démocratique, en tout cas, disons, pro-européen en Ukraine, et ce qui fait dire, bien sûr, à Vladimir Poutine, eh bien, que c'est ce qui finit par arriver d'une certaine manière lorsqu'on laisse les opposants dits libéraux prendre le pouvoir. Il parle d'un coup d'État. Est-ce qu'il ne va pas un peu loin, là, honnêtement, Michel Grabar? Juste peut-être pour expliquer un peu plus... Parce qu'il disqualifie l'opposition par ces termes, très clairement. D'abord, c'est bifide. C'est-à-dire qu'il vise aussi la situation en Ukraine, en disant clairement, en faisant comprendre à son public que le Maïdan, ça a été organisé. Oui. Et donc, il considère que toute opération... Ça, il l'a toujours dit, hein. Oui, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec la Russie. Il dit que, en fait, l'opposition libérale et Mme Sobchak, probablement, ou Navalny, seraient financés, comme l'a été, selon lui, le Maïdan, par des puissances étrangères. Donc ça, c'est important d'envoyer ce message. Et deuxièmement, il montre, en fait, le côté... pathétique, grotesque, bouffon de Saakashvili, et il se pose comme une alternative à cela. Lui, il a un programme, il est soutenu par la population, et c'est pas les retournements de veste de Saakashvili. Florent Parmentier, alors c'est assez cocasse quand on sait que Ksenia Sobchak est elle-même la fille de celui qui a longtemps conseillé Vladimir Poutine, l'ancien maire de Moscou. Oui. Anatoly Sobchak.
de Saint-Pétersbourg, la ville à Saint-Pétersbourg, dont est originaire, bien sûr, Vladimir Poutine, ex-Leningrad. Oui, il y a effectivement quelque chose qui faisait dire à une partie de l'opposition, d'ailleurs, que Mme Sobchak est une opposante dans le système. C'est ce qu'on reprenait effectivement. Autant on peut dire que messieurs Zouganiov et Zhirinovsky sont là déjà avant et ont été récupérés par le système en quelque sorte. Autant Mme Sobchak paraît finalement comme la candidate qui a émergé à travers ce que beaucoup d'analystes appellent les technologies politiques, c'est-à-dire les moyens finalement de créer de l'opposition. C'était l'une des questions effectivement qui était abordée. Elle a une émission très populaire à la télévision russe. Elle a une émission d'Homme Dva, voilà, donc une émission de télé-réalité effectivement qu'elle anime depuis plusieurs années et pour laquelle effectivement ça lui permet d'avoir une notoriété nationale en Russie de ce point de vue-là sur une chaîne importante. Mais ça ne lui permet pas pour l'instant de percer. Ça veut dire que cette question-réponse, vous pensez que là aussi ça fait partie d'une répartition des rôles décidé à l'avance? Ça, c'est quand même délicat de dire ça. Il faut peut-être souligner quand même quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de débat de Vladimir Poutine avec un opposant. Il n'y aura pas de débat de personne à personne. Et que donc, de ce point de vue-là... Parce qu'il le refuse ? Pardon ? Parce qu'il le refuse ? Parce qu'il le refuse, absolument. C'est pas dans les habitudes. Et donc, elle s'est saisie de cette opportunité pour l'avoir en face de lui. Et autre chose qui, quand même, est importante, elle a quand même prononcé le nom de Nemtsov, qui a été assassiné. Boris Nemtsov, lui-même, voilà. Figure libérale. Donc, là, il y a des choses qui ont été dites subrepticement, parce que c'est quand même un passage très court dans cette conférence, mais quand même des choses importantes qui ont été dites au public, parce que c'est une intervention qui va être diffusée. Bien sûr. Et on va revenir sur ces éléments concrets. Gardolano, peut-être un commentaire depuis Moscou. On en parle beaucoup, ça fait le buzz, comme on dit, cette apostrophe du président Poutine par son adversaire. Oui, ça fait le buzz, les gens tweetent, retweetent, commentent. Mais si vous voulez, pour revenir sur la question du scrutin et son résultat, bon, le résultat, personne ne se fait d'illusions. C'est a priori, évidemment, Vladimir Poutine qui devrait remporter l'élection. La vraie question, en fait, c'est celle de la participation à ce scrutin. Et là, il y a un véritable problème pour le Kremlin, parce que si on regarde les précédents scrutins, à savoir l'élection législative de l'année dernière, ainsi que des élections partielles, notamment des élections gouvernementales qui se sont tenues récemment, le compte n'y est pas. Les gens ne se déplacent pas assez pour aller voter. Il y a une participation qui est bien trop faible. Donc l'objectif véritablement du Kremlin, enfin en tout cas je dirais le défi pour le Kremlin en vue du 18 mars, c'est que les gens prennent la route des urnes et que le dimanche ils aillent se déplacer et mettent un bulletin dans l'urne, quitte à ce que ce soit un bulletin Sobchak. Et en ce sens-là, on peut dire que Ksenia Sobchak apporte une forme de fraîcheur, une nouveauté dans le débat en Russie, puisque comme vous l'avez rappelé, messieurs Zyuganov, Zhirinovsky ou Mironov sont des dinosaures de la politique russe. Et les gens sont fatigués de les voir s'apostropher sur les plateaux télé à longueur de campagne. Elle apporte de nouvelles idées, une sorte de fraîcheur. Et en ce sens-là, elle va contribuer, à mon avis, à motiver les gens pour aller voter, en tout cas pour avoir un intérêt pour la campagne présidentielle. Et oui, parce que effectivement, on voit des scores très élevés pour Vladimir Poutine, près de 3 électeurs sur 4, mais... à peine un tiers de l'électorat se dit prêt, ou en tout cas certain d'aller voter à cette élection. C'est dire effectivement l'enjeu. Michel Grabar, quand on regarde les sondages de popularité de Vladimir Poutine, c'est extraordinaire. Enfin, pour un dirigeant aujourd'hui d'un pays, bon, on va dire pluraliste, ou en tout cas existe même électoralement une forme d'opposition. Plus de 80% de taux d'approbation après 17 années de pouvoir. Est-ce qu'on peut se fier à ces sondages ? Est-ce qu'ils expriment, d'après vous, réellement la volonté populaire ? Il a été fait allusion à une autre émission politique où Poutine parle au peuple. Alors évidemment, c'est plus facile comme exercice parce que le peuple lui pose des questions. Alors, évidemment, c'est des problèmes locaux et ensuite il note les problèmes. Et dans la période intermédiaire entre cette première émission et l'émission de ce soir, qui est très importante du point de vue politique, il règle les questions locales. Mais c'est pas compliqué. Il a vraiment le beau rôle. Là, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a cette figure de Mme Sobchak qui évidemment dit en Russie les thèses occidentales de façon occidentale et en russe. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, évidemment, parce qu'il y a sur la Crimée, de façon très, très claire, un certain nombre de choses, comme on a l'habitude de les entendre ici. Mais ce qui est intéressant, c'est le manque d'écho de ce discours parmi les Russes. Et c'est ça, pour répondre à votre question, j'ai pris ce chemin détourné. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que les Russes ne l'entendent pas.
enfin, ou une partie peut-être de l'intelligentsia, certainement, mais le peuple dans son ensemble est plus intéressé par les problématiques concrètes, économiques ou géopolitiques globales, mais pas sur ce que pointe Ksenia Sobchak. On a gonflé, Annie de Banton, en Occident, les médias notamment, le rôle, le poids réel de Navalny et peut-être avant lui d'un Nemtsov. Écoutez, Navalny, c'est quand même une candidature. Moi, je n'apprécie pas forcément ses prises de position. C'est une candidature intéressante. C'est quelqu'un qui est arrivé à faire une... Oui, ça nous intéresse, nous, mais est-ce que ça intéresse les Russes? Oui, bien sûr, ça intéresse aussi les Russes. C'est quand même... Ses sketchs, enfin, ses vidéos sont diffusées dans toute la Fédération de Russie. Et puis, vous disiez... Alors, notamment, on va y faire référence. Les Russes n'entendent pas ce qui est dit, mais il faut dire qu'ils n'ont aucun accès à la sphère politique. Dans ce pays, il n'y a pas de médias indépendants, il n'y a pas de débat public, le Parlement est à la botte du pouvoir, donc on est quand même dans une zone complètement asphyxiée sur ce plan-là. Et on va y revenir dans un instant, on marque une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie du débat. Restez avec nous. Aujourd'hui, et comme chaque année, Vladimir Poutine a donc donné sa grande conférence de presse, près de 4 heures passées à répondre aux questions des journalistes. On en parle avec Annie Daubenton, journaliste, essayiste, chercheur. Vous avez écrit notamment Ukraine, l'indépendance à tout prix. C'est paru aux éditions Buchet-Castel en 2014. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Michel Grabar, vice-président du conseil de coordination du Forum des Russes de France. Merci aussi à Florent Parmentier, fondateur du site Eurasia Prospective et enseignant à Sciences Po Paris, auteur des Chemins de l'État de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Et puis avec nous en direct de Moscou, Igor Delano, vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe. Merci à vous quatre à nouveau d'avoir accepté de débattre avec nous. Vous l'évoquiez à l'instant, Annie Daubenton, Alexeï Navalny, son audience réelle difficile à mesurer. En tout cas, si l'on en juge par le nombre de vues sur ces vidéos sur YouTube, c'est effectivement colossal. 12 millions de personnes ont ainsi vu ce documentaire qui met en cause personnellement le Premier ministre Dmitri Medvedev dans une affaire de corruption, de détournement de fonds qui aurait servi à payer un certain nombre de biens. Alors ça part d'une histoire de paire de baskets et puis ensuite évidemment on remonte le fil et ça va beaucoup plus loin, de l'argent qui passe par des dizaines de fondations. Et on le voit aujourd'hui, eh bien, la popularité, si la popularité de Poutine est à son pinacle, 80%, ce n'est pas du tout le cas pour Dmitri Medvedev. On va peut-être le voir dans un instant. Moins de la moitié des sondés aujourd'hui disent avoir confiance dans leur Premier ministre. Est-ce que c'est ça aussi peut-être le bémol qu'il faudrait mettre sur ce qu'on dit souvent, la popularité du régime actuellement en Russie ? Oui, bien sûr qu'il y a une usure, et ce n'est pas spécifique de la Fédération de Russie, il faut dire la vérité. Il y a une usure des politiques qui est d'autant plus grande que là, ce sont les mêmes têtes qui se profilent dans le paysage depuis des dizaines d'années. Mais pour revenir à Navalny et peut-être à Ksenia Sobchak, il faut peut-être souligner aussi que ce sont, et eux-mêmes se présentent comme ça, autant des candidatures de témoignage que des candidatures pour gagner. Et d'ailleurs, ils se présentent même comme ça. De toute façon, Navalny pourra difficilement rentrer dans la compétition. Et Ksenia Sobchak elle-même se dit vraiment prête à montrer et essayer de réveiller cette société. C'est uniquement le but de ces candidatures qui n'ont strictement aucune perspective politique à terme. Alors on va peut-être revenir plus généralement sur les autres sujets qu'a abordé Vladimir Poutine. Il y a bien sûr la question du pouvoir d'achat et de la situation de l'économie. Il en avait parlé, c'est lors des 2 dernières éditions, une Russie sous sanctions. Il s'était dit confiant dans la possibilité d'une reprise de l'économie, une économie marquée aussi, il faut dire, par la chute des cours du pétrole. Igor Delano, comment vont les Russes aujourd'hui? Comment vivent-ils? Le pays a renoué avec la croissance cette année. Oui, alors ils vivent clairement mieux aujourd'hui, on va dire en décembre 2017, que ça n'était en décembre 2016, sans même parler de décembre 2015. Quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, bon, ils sont globalement bons. On a une inflation qui est plus bas historique depuis la chute de l'Union soviétique, qui est donc entre 2 et 2,5%. On a des investissements étrangers qui reviennent. On a un déficit budgétaire qui
autour de 2%, donc qui est maîtrisé. Par conséquent, les indicateurs sont plutôt bons. Théoriquement, les revenus de la population ont augmenté. Bon, en ce qui concerne les revenus réels, la situation est un petit peu différente, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des disparités régionales assez colossales. Quand vous prenez Moscou, Saint-Pétersbourg, vous avez une certaine photographie. Lorsque vous commencez à rentrer dans les régions russes, très très vite, la situation peut se dégrader. Mais d'une manière générale, les indicateurs sont revenus quand même à la normale. Et il faut dire qu'à ce titre-là, évidemment, les prix du cours du brut ont joué, et l'accord signé entre la Russie et les pays de l'OPEP, et qui a été reconduit pour toute l'année 2018, va évidemment donner une certaine visibilité à Vladimir Poutine pour son budget. Florent Parmentier, quand on fait le bilan des années Poutine, beaucoup lui reprochent, mais c'est le cas finalement de tous ces pays qui vivent de la rente pétrolière, de ne pas avoir suffisamment diversifié l'économie, sachant qu'il y a un facteur aggravant en Russie, bien sûr, c'est le vieillissement démographique. Oui, vieillissement qui est partagé assez largement en Europe par ailleurs. Mais il est vrai que, et c'est je pense l'un des enjeux finalement des élections présidentielles prochaines, le Poutine 4 ne peut pas être seulement, le 4e mandat ne peut pas seulement se dérouler sur fond de politique étrangère renouvelée. La question de la Crimée qui avait quand même resserré les rangs derrière le président russe est aujourd'hui plus tellement un thème central. Je crois que Vladimir Poutine va se présenter comme la personne qui devrait être à même de remettre sur pied l'économie. En tout cas, ça va être là son objectif. Avec peut-être, si on revient sur sa déclaration de candidature qui a lieu à Nijni Novgorod. Nijni Novgorod, en fait, il est intervenu devant des ouvriers dans la ville qui construit le MiG, un élément important de la base industrielle, technologique et de défense russe. Une région également qui a beaucoup d'informaticiens. Donc il y avait à la fois la volonté de Vladimir Poutine, non pas d'apparaître finalement comme le candidat à Moscou, non pas où il gouverne, non pas comme le candidat de Saint-Pétersbourg, de son île originaire, ou celui de Sochi, auquel il réside régulièrement, mais plutôt comme un candidat d'un pays profond. C'est comme ça qu'il essaie de se positionner. En tout cas, en se disant voilà, que c'est là probablement où il aurait davantage de levier. Et donc la partie économique va être importante dans son discours. En a-t-il les moyens? On peut déplorer quand même alors, on peut observer effectivement une réforme, un certain nombre de réformes qui sont observables dans les indicateurs internationaux. Je pense notamment à Doing Business de la banque, du FMI, de la Banque mondiale. Mais au-delà de ça, la question de la corruption reste extrêmement prégnante. Michel Grabart, la question de la concentration du pouvoir économique entre quelques mains, même si lui-même s'est beaucoup mis en avant face à un certain nombre d'oligarques, mais est-ce qu'il n'a pas quand même contribué à pérenniser ce système? Et puis l'opacité aussi, sont souvent les deux reproches qui sont faits à la Russie. Alors effectivement, il y a eu aujourd'hui même une allusion à Igor Sechin, qui est intouchable, président de Rosneft, et qui a été mise en cause et qui n'est pas mené devant les tribunaux. Donc c'est posé la question du droit en Russie, du respect du droit. Le droit n'est pas le même pour tout le monde. Ça a été dit. Mais alors je veux quand même revenir sur les questions. Je veux bien répondre à votre question, puisqu'il y a un livre d'un auteur qui est un ancien oligarque qui fustige le rôle d'oligarques qui sont partis en lien avec les Paradise Papers. Donc le sujet de la fuite des capitaux, de la corruption est un sujet important. Mais je voulais quand même dire une chose sur l'économie, parce qu'on a... En fait, pourquoi Poutine était aussi à l'aise? C'est que, en fait, la politique de sanctions des Occidentaux visait à taper là où ça faisait mal, c'est-à-dire montrer qu'avec les sanctions, le pays s'effondrerait. Et en fait, le pays ne s'est pas effondré. Il y a eu évidemment, en plus, le cours du pétrole augmente. Et donc, quand le cours du pétrole augmente, il y a les deux fonds de réserve qui sont remplis. Donc il y a une bonne conjoncture économique, une meilleure conjoncture économique. Et puis, curieusement, les politiques de sanctions et de contre-sanctions n'ont pas eu les effets escomptés. C'est-à-dire que lorsqu'on a interdit d'importer du fromage et du beurre, eh bien, les Russes en ont profité pour créer des lignes d'assemblage permettant de consommer maison d'une certaine manière. De fabriquer maison. Fabriquer maison. Et ça a permis de consommer des produits fabriqués maison. Ouais, mais ça a permis aussi à des Occidentaux de vendre aux Russes des machines permettant de fabriquer du fromage et du beurre, puisqu'ils n'avaient plus le droit d'importer ces produits. Donc, et ça, c'est un point important. Plus le VPK, évidemment, l'effort de défense fait que ça a dopé une partie de l'économie. Donc voilà, il y a un certain nombre de facteurs objectifs qui ont fait que les résultats sont plutôt bons. Ça a atténué les sanctions. En deux mots, Annie de Menton. Oui, on ne peut pas dire non plus que les sanctions, le but des sanctions n'était pas l'effondrement de la Russie, ce n'était pas le but. Le but, c'était d'essayer de stopper l'effort de guerre. Ça n'a pas marché non plus. Tel qu'il était dans les faits. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un échec, parce que le développement militaire est plus important que jamais, effectivement.
Meilleur exemple peut-être d'ailleurs cette intervention en Syrie, un mandat marqué effectivement par le retour en force de la Russie sur la scène internationale. En début de semaine, Vladimir Poutine a annoncé depuis une base russe en Syrie le retrait partiel de l'armée russe d'un pays ravagé, il faut le dire, par la guerre, mais d'un conflit qu'il estime aujourd'hui avoir remporté et qui a permis de maintenir au pouvoir son allié syrien Bachar al-Assad. Une poignée de main chaleureuse entre le président russe et son homologue syrien sur le tarmac de la base aérienne de Hamimim en Syrie. Une visite surprise au cours de laquelle Vladimir Poutine a annoncé le retrait de la majorité des troupes russes en Syrie. J'ai pris la décision de faire rentrer en Russie une partie significative du contingent militaire russe. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de débuter le retrait du contingent militaire russe de leur base permanente. Lancée en 2015, l'intervention militaire russe a notamment permis aux forces gouvernementales syriennes de reprendre la cité antique de Palmyre au groupe État islamique et de chasser les rebelles de leur bastion d'Alep dans le nord-ouest du pays. Au total, 4 à 5 000 militaires russes ont été déployés en Syrie durant ces 2 années, la plupart ici à Hamimim. 23 avions et 2 hélicoptères russes doivent quitter la Syrie dans les prochains jours. Ils seront suivis par des unités de la police militaire, des démineurs et des médecins. Mais le chef des forces russes en Syrie, le général Sergueï Sourovikine, n'a pas révélé combien de soldats russes resteront sur place. Jeudi dernier, Moscou a annoncé la libération totale du territoire syrien de l'emprise de l'organisation État islamique. Mais les djihadistes contrôlent toujours plusieurs poches dans le pays. Voilà, et cette intervention perçue comme victorieuse, en tout cas en Syrie, elle permet, Igor Delano, de refermer une parenthèse, disons, moins heureuse de 3 décennies. On s'en souvient, ouverte, elle, par la défaite d'Afghanistan et l'effondrement de l'Union soviétique. C'est bien une période qui se referme, c'est perçu comme ça? Oui, alors clairement, à travers son intervention militaire en Syrie, la Russie est parvenue à exorciser, je dirais, l'image de puissance déchue que lui renvoyait le Moyen-Orient depuis l'époque effectivement d'Afghanistan et le retournement de Sadat en 1972 et les manœuvres très habiles de M. Kissinger qui avait réussi à contenir puis à finalement vraiment diminuer l'influence soviétique. Pour revenir sur la déclaration elle-même du retrait, il faut rappeler que c'est le 3e retrait qui est annoncé, 3e retrait partiel qui est annoncé par le Kremlin. Et comme lors des 2 précédents retraits, celui-ci intervient à un moment où Moscou s'emploie à essayer de relancer le processus diplomatique de résolution de la crise syrienne. Et afin d'accréditer ses efforts, d'appuyer ses efforts, évidemment, quoi de mieux que d'annoncer un retrait en grande pompe, qui plus est par un président qui désormais est officiellement candidat. Donc il y avait un objectif aussi de politique intérieure. D'ailleurs, quand on écoute le discours prononcé par Vladimir Poutine à Hamimim, c'est très clair. Hein. Il s'adresse aux soldats, il leur dit « Vous avez rempli votre devoir, vous allez rentrer dans la mère patrie, retrouver vos femmes, vos enfants ». Donc il y a vraiment aussi un public domestique qui est visé par ces phrases-là. C'est aussi le moment où Vladimir Poutine veut signifier à ses partenaires iraniens et notamment à l'aile dure du régime syrien qu'il est temps de sérieusement discuter dans les négociations à Genève notamment ou à Sotchi, alors que du côté iranien on n'entend pas de la même oreille. Les Iraniens ont une approche jusqu'au boutiste et très très militaire de la résolution du conflit, puisque désormais, après avoir été, je dirais, galvanisés par la reconquête militaire à laquelle personne ne croyait encore il y a quelques mois du territoire syrien, eh bien ils souhaitent s'attaquer à la dernière poche qui était mentionnée dans le sujet, qui est la poche d'Idlib, où ils comptent finalement éliminer les derniers groupes djihadistes qui subsistent dans cette région. Et donc ils ne sont pas nécessairement disposés à aller discuter avec une opposition qui ne dispose aujourd'hui de plus aucun relais militaire sur le terrain et qui ne représente finalement plus grand-chose militairement sur le terrain. Merci. Michel Grabar, la Russie aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête à lâcher Bachar el-Assad? On sentait poindre une forme d'impatience, en tout cas à l'égard des Iraniens, l'idée de dire maintenant il faut un processus politique, des perspectives politiques. Est-ce que ça veut dire que si à terme la Russie s'assure de la préservation de ses intérêts et du maintien d'un régime ami, est-ce que la question de la personne elle-même de Bachar, on l'a souvent dit que ce n'était pas forcément la personne de Bachar el-Assad qui était essentielle pour lui, est-ce que c'est si vrai que ça?
comment dire, c'était peut-être le vœu des Occidentaux que ce soit ainsi, qu'ils lâchent Bachar el-Assad, puisque c'était un préalable pour la diplomatie française, pour la diplomatie américaine, etc. En fait, il semble que ce ne soit pas tout à fait, je crois, le cas. La réponse par le passé des Russes, c'était de dire les questions politiques viendra après la stabilisation. Donc pourquoi pas organiser des élections, mais avec un Bachar qui est très fort. Donc on va se trouver dans une situation où il ne sera pas... Ils veulent vraiment une issue politique, parce qu'on entendait à l'instant Igor Dodano dire voilà, ils veulent vraiment maintenant instaurer un processus politique, d'ailleurs, qui a commencé à être mis en œuvre à Astana, mais est-ce qu'il y a vraiment la volonté d'une issue politique plutôt que le fait accompli finalement auquel on assiste aujourd'hui? On est dans le monde des relations diplomatiques réalistes, c'est-à-dire que Bachar représente la stabilité et représente aussi ce qu'en Irak Saddam Hussein ou en Libye Kadhafi était. Et donc ce qui est visé, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est la politique occidentale à l'égard de ces prétendus dictateurs. C'est-à-dire et derrière, évidemment, le chaos qui s'est instauré, et les Russes communiquent beaucoup sur ce chaos. Donc là, on a maintenu un soi-disant dictateur, et il y a une stabilité, il y a une victoire. Donc, ensuite, on peut organiser des élections qui seront sans doute remportées par Bachar. Mais ce qui est important, c'est la stabilisation de la journée. Puis je voulais dire un dernier point un peu politique. Imaginez Ksenia Sobchak ou M. Navalny dans ce rôle. Ce n'est pas possible. Et pourquoi il a une telle popularité, Poutine? C'est parce que là, il est à sa place. On sent que c'est l'homme fort qui contrôle. Et évidemment, l'opposition, il n'y a personne de l'opposition qui ne pourrait être dans ce rôle. Florent Parmentier, il y a une volonté des Russes de donner des perspectives maintenant sur la Syrie, où c'est leur domaine et ils ne laisseront personne s'immiscer dans le règlement politique. En réalité, il faut observer que la Russie n'est pas seule sur cette affaire syrienne. La Russie, effectivement, est secondée par l'Iran, qui a une énorme... Où en sont d'ailleurs les relations exactement entre ces deux alliés, puisqu'on dit que voilà, il y a quand même une concurrence aussi sur le terrain? Il y a une concurrence sur le terrain, et on a pu aussi observer que le plus grand ennemi finalement de l'Iran, l'Arabie Saoudite, a fait une visite remarquée à Moscou, une visite intéressante en tout cas, tout simplement parce que l'Arabie Saoudite n'a jamais fait partie des alliés de la Russie, et là il était question en fait de signer des contrats, et notamment des contrats militaires, ce qui évidemment par rapport aux partenaires américains qui restent archi dominants. Il ne faut pas oublier qu'en mai dernier, Donald Trump a signé 380 milliards de dollars de contrats d'armement et d'autres. Il faut voir quand même que la Russie là-dessus vient avec des contrats d'un ordre de 10 milliards. Donc on est très très loin évidemment du partenaire américain, mais il y a quand même un signal qui est envoyé par les... La volonté de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'une certaine manière. Exactement, et il ne faut pas non plus oublier, je pense que c'est un point qui est souvent négligé, que la reconstruction de la Syrie se fera politiquement, mais elle se fera aussi en termes d'infrastructures. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas la Russie qui financera le développement de la Syrie, c'est bien évidemment la Chine. Il y a d'énormes capacités à dégager finalement des fonds pour reconstruire le pays. Un mandat marqué en tout cas par un climat de guerre froide avec les Occidentaux sur la question de l'Ukraine notamment, mais ça n'a pas toujours été facile non plus concernant la Syrie. On va voir ce que dit Vladimir Poutine sur l'enquête en cours actuellement aux États-Unis à propos de liens supposés entre l'entourage de Donald Trump et le Kremlin. Écoutez. Tout cela a été inventé par des gens qui se trouvent dans l'opposition à Trump pour délégitimer son travail. Voilà, vous le disiez en introduction à ce débat, Annie Daubenton, Vladimir Poutine, pardonnez-moi, a clairement aujourd'hui soutenu, enfin en tout cas envoyé un signal de soutien envers Donald Trump, ce qui peut sembler effectivement délicat compte tenu, bien sûr, encore une fois, des soupçons de collusion qui planent sur les relations entre les deux hommes. Comment qualifier aujourd'hui, on sait la relation entre l'Europe et la Russie s'est considérablement refroidie, comment qualifier aujourd'hui la relation entre les États-Unis et la Russie aujourd'hui même? C'est très étrange parce que quand même, en particulier sur le dossier ukrainien que je suis plus particulièrement, la position de Washington est extrêmement en pointe et extrêmement dure, en disant qu'il n'y aura pas de reprise des sanctions comme Trump l'avait annoncé pendant sa campagne électorale, tant que le Donbass ne sera pas libéré et la Crimée aussi. Donc on a vraiment des choses absolument difficiles. Et alors l'intervention de Vladimir Poutine aujourd'hui était d'autant plus étonnante qu'il dit mais qu'il vienne négocier avec nous à Minsk. Au contraire, je ne suis pas contre du tout si les Américains viennent participer au format Normandie. Je suis prêt à les accueillir et au contraire, c'est beaucoup mieux. Donc il y a là un double jeu. Je pense que là, visiblement, le Kremlin essaye de rattraper un peu les choses.
et tend des perches et des ponts vis-à-vis de Washington pour que les relations s'améliorent. Michel Grabat. Oui, je voulais intervenir. Effectivement, les relations sont en fait très tendues avec les États-Unis. Il y aura probablement... Du fait du Congrès ou du fait de la Maison-Blanche également Du fait du Congrès, de la Maison-Blanche, du rôle des démocrates. Et donc, effectivement, les Russes soutenaient... Vous voulez dire que la Maison-Blanche elle-même ne joue pas l'apaisement avec la Russie ? Qui décide aux États-Unis? C'est une question compliquée. Mais ce qui est vrai, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura probablement un autre train de sanctions qui se prépare sur des questions financières, qui est autrement plus handicapant pour la Russie. Interdiction d'économie en dollars, interdiction d'échanges, le système SWIFT, etc. Donc qui se prépare. On sait que ça se prépare. Donc effectivement, je pense que moi à différence de Michel Etcheninov, je ne peux pas lire dans la tête de Poutine que je ne connais pas plus que ça. Mais ce que je pense tout de même, c'est d'essayer de ne pas aller vers ce durcissement de la situation qui est annoncé probablement et donner une porte de sortie à Trump. En disant, en fait, il est bloqué par le Congrès, il est bloqué par Hillary Clinton, le rôle précis d'Hillary Clinton, et que lui, finalement, il serait prêt à faire quelque chose. Simplement, lui donner un petit peu les coups des franches. Et c'est ça, je pense que c'est essayer d'entrouvrir un peu la porte, mettre un petit peu d'air, inviter les Américains et peut-être s'entendre. Mais ce qui est vrai, c'est que derrière, et on a vu aussi à l'ONU, l'intervention de la présidente des États-Unis à l'ONU, c'est très dur. Eh oui. Je vous remercie à vous quatre d'avoir accepté ce débat avec nous, à Igor Delano avec nous en direct de Moscou, également à Michel Grabat, à Florent Parmentier et à vous, Annie Daubenton. C'est la fin de ce débat consacré donc à cette intervention aujourd'hui de Vladimir Poutine, conférence de presse de près de 4 heures